Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur le SDRC et les traitements kinésithérapiques proposables. Nous allons aborder dans cette vidéo le Pain Exposure Physical Therapy, donc l'exposition à la douleur en massokinésithérapie, qui est une des propositions de prise en charge, du moins une philosophie, une mode de pensée pour penser la prise en charge des patients souffrant d'un SDRC. Alors, comment va se dérouler cette vidéo? En premier lieu, je vais revenir sur les aspects théoriques de cette proposition du PEPT, puis nous allons voir les modalités pratiques d'application, et enfin les évidences derrière le potentiel intérêt de cette approche thérapeutique. Premièrement, en théorie, la PEPT se base sur le modèle peur-évitement de Vlayen-Linton, qui est, je pense, bien connu de tout le monde, en se disant que face à un événement douloureux, il y a deux façons de réagir. Une première, de se réexposer progressivement à l'événement douloureux et de retourner à une fonction normale. Et puis l'autre qui est alimenté par des facteurs psychocognitifs, d'appréhension, de faibles sentiments de capacité ou autre, s'enfermer dans un comportement d'évitement, de ne pas retourner à l'événement qui a été douloureux, et on rentre dans une peur de faire et un évitement de l'action, ce qui empêche de devenir capable de faire. Avec cette réflexion-là, certains se sont dit, les patients avec un SDRC ont des douleurs absolument anormales qui viennent perturber leur fonction. Et comme ils ont mal et qu'ils évitent d'aller à la fonction parce que la fonction fait mal, ils deviennent de moins en moins capables. Et est-ce que nous pourrions appliquer les grands principes d'une prise en charge sur le modèle peur-évitement en exposition graduelle pour améliorer ce patient-là? Donc, l'idée a été de se dire que dans le SDRC, le message de douleur est considéré comme faux et ne reflétant rien de très intéressant, et donc on va l'ignorer. Au passage, l'intérêt aussi d'éviter le renforcement fait par le thérapeute quand il s'intéresse fortement aux symptômes du patient, en disant on va négliger cet aspect du symptôme qui vous tient à cœur, qui est la douleur, pour se concentrer sur le retour à la fonction. Comment ça se fait? Beaucoup d'autonomie, peu de séances, un gros travail d'investissement du patient et une prise en charge sociale avec une éducation du patient et de sa famille. Dans les modalités, l'idée c'est 5 séances, 40 minutes par séance, espacées de plusieurs semaines, donc c'est variable selon les propositions de protocole et les adaptations aux patients. En premier lieu, nous commençons par une éducation à la neurophysio de la douleur, en insistant sur l'idée fondamentale que la douleur ne reflète pas la lésion et que dans le SDRC, la douleur est aberrante et n'est pas un message à écouter car ne reflète rien d'intéressant. C'est un faux message, ce qui va être enseigné aux patients et à ses proches pour qu'il y ait une ignorance de la plainte douloureuse, déjà de la part du thérapeute qui doit au maximum ne pas prêter attention aux plaintes douloureuses du patient et uniquement prêter attention aux plaintes fonctionnelles ou aux gains de fonction, faire du renforcement sur tous les progrès du patient, et pour ça nous allons aussi impliquer les proches. Les proches sont formés à dire ce message de douleur n'a pas de sens, il est logique dans le SDRC mais n'a pas d'intérêt pour retourner à une vie normale, donc nous vous prions de ne plus y prêter attention, et quand la personne va se plaindre de la douleur, réorienter vers autre chose. Comme ça il y a un effet de déshabituation à la plainte, il n'y a plus de récompense derrière le fait de se plaindre de douleur parce que plus personne n'y prête attention, donc il va falloir trouver un autre sujet de conversation et nous allons orienter vers la fonction. C'est le grand principe, avec l'idée de se dire que certes, ça va être désagréable de faire les choses, un peu comme disait Mohamed Ali qui détestait l'entraînement, mais il savait qu'en souffrant l'entraînement, il pourrait atteindre ses objectifs. C'est la même chose pour le patient. Ça va être désagréable, il va falloir aller vers ce qu'on avait tendance à éviter jusqu'à présent pour retourner à sa fonction, parce que de toute façon, nous ne sommes bons à faire que ce que nous avons l'habitude de faire. Si je veux me servir de ma main et que je ne me le fais jamais, je ne saurais jamais me servir de ma main. Qu'est-ce qu'on propose aux patients? Donc, beaucoup d'auto-exercices. Il va vers ce qui le gêne. Si besoin, on lui conseille de faire un peu d'automassage et mobilisation si ça lui permet de rendre les exercices supportables et plus agréables. Mais l'idée n'est pas de chercher à diminuer la douleur dans les mouvements ou à faire de l'automassage pour calmer la douleur
avant, après et régulièrement, c'est de se dire, voilà, l'exercice a été un peu inconfortable, si ça vous aide de venir faire un peu de traction, de masser, très bien, faites. Si vous trouvez que ça ne change rien, laissez tomber, faites d'autres choses, mais surtout, allez doucement, progressivement vers le mouvement douloureux. Normal que ça soit douloureux, tant que c'est supportable, que ça reste dans votre champ maîtrisable et que vous sentez de plus en plus confiant pour faire, alors on fait. On insiste aussi sur le fait pour le patient de se servir de son membre, même si c'est douloureux. Des petites choses, tout ce qu'on fait un petit peu au quotidien est de mieux en mieux. J'ai eu l'exemple d'un patient qui, au début, ne se servait pas du tout de sa main atteinte de SDRC et au mieux s'en servait comme un contrepoids pour venir écrire ou stabiliser quelque chose. Et petit à petit, à force de se forcer à prendre sa cuillère avec, à aller chercher les objets dans l'hémisphère gauche avec sa main droite et petit à petit réapprendre à s'en servir, à la réutiliser un peu plus finement que simplement comme un poids mort, il a pu après avoir le réflexe de mettre sa main pour rattraper quelque chose ou quoi que ce soit, mais c'était douloureux de rattraper, je crois que c'était un morceau de pain qu'il avait rattrapé comme ça, mais au moins il s'est dit, voilà, je commence à avoir le réflexe de m'en servir, et je commence à la ressentir et à savoir qu'elle est là, que je peux m'en servir. Donc c'est ça qu'on va essayer de développer et de renforcer au maximum chez le patient. Tout l'entourage doit servir de coach et progresser dans le fait de dire allez, on y va, on avance, on trouve des stratégies pour que tu ailles, que tu fasses, et on s'oriente sur le faire, et pas sur la plainte de ce que je ressens. Quelles en sont les évidences derrière cette proposition thérapeutique? Ça semble au moins aussi efficace que les traitements conventionnels. Donc, traitements conventionnels dans les études qui ont été proposées par Stahl et collaborateurs, c'est les traitements selon les recommandations allemandes, donc prise en charge médicamenteuse, GMI, éducation, mobilisation, renforcement progressif, et ainsi de suite. Donc un mélange de à la fois gain de fonction et modulation de la douleur, alors que dans le PEPT, c'est que la fonction qui gagne, et les traitements antalgiques sont même arrêtés. On demande aux patients d'arrêter tout ça pour aller à la fonction et qu'ils puissent doser correctement sa fonction. Malheureusement, il y a un peu de controverse sur les évidences, parce que en fonction de comment vous lisez les études, tout le monde n'est pas d'accord sur le résultat d'une supériorité par rapport au traitement conventionnel, mais en tout cas, il n'y a pas montré d'infériorité. Est-ce que ça marche du premier coup à la première séance, ça va aller? Non, les études qui ont fait un suivi longitudinal, comme on vous montre ici, indiquent que à la phase d'observation, d'éducation, pas trop de changements, les 2-3 premières semaines, pas trop de changements sur le gain de fonction, et puis à 6 semaines, 5-6 semaines, le patient en fin de compte va diminuer sa plainte douloureuse, améliorer sa fonction, parce qu'il aura réappris à s'en servir. Ça prend du temps, surtout que le SDRC est une pathologie qui s'installe dans le temps, qui a beaucoup de problèmes, parce que la plupart des prises en charge sont orientées sur la modulation de la douleur et peu sur la fonction du patient, en considérant que s'il a plus mal, il s'en servira. Sauf qu'il n'y a aucune logique derrière ça. Une fois que vous avez oublié comment faire, il n'y a pas de raison que vous vous souveniez comment faire. Rappelez-vous de tous les cours d'anglais que vous avez oubliés. Vous vous souvenez bien qu'en vacances, ça ne rend pas pareil. Sinon, quelles sont les évidences aussi d'intérêt potentiel? Il y a peu d'études, mais des études sont intéressées au rapport coût-efficacité, et on voit que même s'il n'y a pas de supériorité intrinsèque à un traitement conventionnel, donc c'est pas la solution miracle, comme le traitement repose beaucoup sur l'éducation, l'aide de l'entourage et l'auto-prise en charge avec 5 séances uniquement et pas de médication, on se retrouve évidemment avec un coût nettement moindre pour le patient et pour la société. Donc une piste intéressante à envisager, même s'il faut encore plus de données, parce que cette proposition-là date d'une quinzaine d'années et on retrouve 4 à 5 études seulement. Je vous remercie pour votre attention. C'était une présentation du programme de PEPT avec cette théorie d'exposition progressive à la douleur, donc vraiment les principes d'exposition graduelle selon les théories des TCC dans le modèle peur-évitement, où on éduque le patient à faire. Une piste intéressante que nous redévelopperons dans les ateliers pratiques, sinon vous avez déjà les bases pour pouvoir la mettre en place avec les patients. Le principe est assez simple. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo.